Discours sur l'état de la nation, diversement apprécié, et à sa suite, l'entretien avec les journalistes de la chaîne nationale. Mesdames, Messieurs, mon invité ce soir est Fred Rouenou, politologue, acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Rouillon. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Je vais super bien. Nous allons faire le décryptage du discours sur l'état de la nation du chef de l'État, Patrice Talon, et également de son entretien avec les journalistes de la chaîne nationale. Vous êtes prêts? Ben, je vais m'essayer à l'exercice. D'accord, on y va. Alors, Fred Rouenou, vous avez suivi le chef de l'État dans ces deux exercices. Qu'est-ce que ça suscite en vous comme sentiment, tout citoyen que vous êtes? Merci. Je crois que comme bon nombre d'entre nous, bon nombre de Béninois, j'ai ressenti cette émotion qui précède les grandes levées de masse. Ce sentiment qui nous pousse à nous engager pour faire gagner notre pays. C'est ce que le chef de l'État nous a présenté le 21 décembre dernier devant la représentation nationale n'est pas seulement un discours sur l'état de la nation, mais il nous a dit son amour du Bénin, sa passion d'être béninois et sa volonté de continuer à tout donner au service de notre pays. Il a lancé un appel à chaque Béninois pour que nous puissions tous nous rassembler au service du Bénin. Je le dis parce que j'ai suivi cette présentation avec mon fils aîné. Il a 12 ans et il est en 4e. Et la fierté qui serait la mienne serait de le voir grandir dans un pays où le dépassement de soi est encore possible. Un pays qui ne sera pas contraint de quitter parce que nous n'aurions rien fait pour que le Bénin soit synonyme d'avenir pour nos enfants. Vous savez, madame, nous sommes dans un monde où chaque matin, des milliards d'êtres humains se lèvent en se disant que le progrès est à la portée de leurs mains. Nous nous endormons chaque soir en nous demandant de quoi le lendemain sera fait. Le progrès, c'est un thème, nous ne savons même pas ce que ça signifie. Parfois, quand on l'évoque, cela nous angoisse. Alors, dans cet océan d'incertitude et de malheur, quel avenir peut-on proposer aux Béninois, aux enfants du Bénin, à nos enfants, ce que nous faisons aujourd'hui, vous et moi? Donc, on voit que la transmission, voilà le mot qui doit rythmer tous nos combats politiques et tous nos engagements, la transmission. Mais ceux qui n'ont pas à cœur ce mot ne peuvent pas comprendre le sens de notre fierté. Qu'est-ce qu'une nation, si ce n'est en définitive une transmission? La transmission, c'est quoi? C'est le passage du flambeau de main en main, de génération en génération, pour préserver notre humanité de l'obscurantisme. Et quand une société se dit à quoi bon transmettre, c'est-à-dire à quoi bon travailler pour l'avenir, pour nos enfants, c'est qu'elle se résout à sa fin. C'est qu'elle s'enferme dans un égoïsme de court terme qui sacrifie l'avenir des générations futures. Donc voilà pourquoi j'ai ressenti de la fierté. Autrement, lorsque vous avez écouté M. Patrice Talon? Bien sûr, cette fierté, vous savez, on peut ne pas aimer le président Patrice Talon, on peut être hostile à ses réformes. Mais une chose est sûre, c'est qu'après cette année de gouvernance, il a mis notre pays en situation d'accepter le mouvement face aux réalités du monde dans lequel nous vivons. Tous ceux qui sont engagés en politique depuis longtemps au Bénin le savent. Ils vous diront qu'avec Patrice Talon, notre pays a gagné en lucidité et en courage. Voilà deux valeurs essentielles pour affronter le 21e siècle. Le courage et la lucidité. Et donc voilà, je crois en définitive que c'est cet état d'esprit dont le président est en train de parler. Et je me retrouve pleinement dans cet état d'esprit. Alors, pour le chef de l'État, tout va bien. Des progrès vrais sont constatés, pas de pagaille. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bien sûr, je vois que le pays se construit. Vous savez, le chef de l'État a parlé de beaucoup de domaines. Bien sûr. Dans lesquels nous sommes en train de progresser. Bien sûr. Quand je prends par exemple la question de l'éducation. Avant la question de l'éducation, nous allons parler du taux d'inflation de 3% évoqué par Patrice Talon. Ça a suscité moult réactions, surtout dans le rang des opposants.
qui ont condamné le fait et qui estiment que les données ne sont pas vraies. Qu'est-ce que vous en dites? 3% taux Non, d'inflation? madame, Oui. l'inflation, elle existe. Elle est réelle et elle est vécue. Et ça, le président ne la dénie pas du tout. Mais à quoi correspond-elle? Elle correspond d'abord à ce que nous n'avons pas su prendre les mesures qu'il fallait depuis longtemps. Vous savez, ça fait des années que le Bénin est concurrencé par de grands pays. Des pays qui ont des milliards d'habitants, des pays qui travaillent, des pays qui investissent, des pays qui produisent et qui progressivement sont en train de prendre toutes les places sur le marché mondial. Et donc, vous voyez que pour une plus grande part, nos difficultés proviennent d'abord du fait de ce que nous ne produisons pas assez et de ce que des parts entières de notre industrie sont encore embryonnaires ou quasiment inexistants. Mais qu'y a-t-il derrière cette baisse de production de notre pays? Il y a la baisse de nos revenus, il y a la baisse de notre richesse, il y a que l'emploi stagne, il y a que le chômage monte et il y a de plus en plus de souffrance pour un nombre de plus en plus élevé de nos concitoyens. Dans ce contexte, pour permettre au gouvernement de réduire cette souffrance ou de juguler cette souffrance, il faut faire des choix. Et je crois un des choix qui a été assumé pour l'avenir, c'est le choix de l'effort fiscal. La nation a accepté de faire un effort fiscal, un effort budgétaire commun. Et à partir de cet instant, on ne peut pas arrimer à l'inflation l'effort fiscal que nous avons tous consenti de le faire. Du moins, c'est un choix économique, c'est un choix fiscal, c'est un choix politique que nous faisons pendant 10 ans, mais qui sera un tremplin pour les générations à venir. Et donc, tant qu'on n'arrime pas cet effort fiscal, parce que j'ai suivi ceux qui parlent, ils parlent de taxes, d'impôts, ils parlent de taxes sur l'électricité, sur l'eau, sur le gaz, ainsi de suite. Tant qu'on n'arrime pas cet effort fiscal qui est demandé à chacun d'entre nous, à chaque concitoyen. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas tant la conséquence des crises du monde, c'est que ces crises sont venues aggraver chez nous une situation qui existait depuis. C'est-à-dire que pendant 30 ans, nous avons accepté de vivre à crédit. Et aujourd'hui, il faut payer la facture parce que la facture finit toujours par arriver. Quelqu'un a dit que la démagogie peut être sucrée à la bouche, mais que ses ruines sont éternelles. À un moment donné, on finit toujours par payer la facture. Donc, nous sommes arrivés à une étape où, si nous voulons nous développer, il faut que nous puissions payer la facture. Voilà pourquoi le taux d'inflation, quand on considère les produits qui sont vendus chez les marchés et qui ne viennent pas forcément de chez nous, est maintenu à 3%. Ceux qui disent que ce taux est supérieur à 3%, c'est parce qu'ils veulent mettre dans ce taux l'effort fiscal qui nous est tous commun, qui est un effort national. Madame, lorsque vous décidez d'économiser, de mettre de côté de l'argent pour inscrire votre enfant dans une meilleure université, vous n'allez pas considérer ce que vous mettez de côté comme une souffrance. Donc voilà pourquoi ce taux de 3% est un taux réel. Et le président n'est pas passé à côté de la réalité que vivent les Béninois. Le président est resté dans la logique où l'effort budgétaire est un effort commun à nous tous. Alors, Fred Renon, M. Patrice Talon a parlé d'une politique sociale soutenue et a évoqué les aides apportées aux plus pauvres, aux pauvres extrêmes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que il y a de quoi être... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ressent véritablement cette aide-là au niveau des populations béninoises? Écoutez, le président a parlé de l'appui aux familles les plus pauvres. Si vous n'êtes pas concerné, ceux qui ne sont pas concernés ne peuvent savoir ce qu'on fait à l'endroit de cela. Oui, bien sûr. Vous savez, la famille est le Dans chaque premier... famille, nous avons... la famille, non. Dans chaque famille, nous avons Oui, mais la pauvreté, des personnes très pauvres. La pauvreté n'est pas au même niveau. Et dans chaque famille, il y a peut-être des gens qui sont capables de venir en aide à leur famille. Parce que c'est aussi ça, la solidarité. N'oubliez pas que la famille est le premier pilier de la République et c'est le centre de la solidarité nationale.
moi, je suis particulièrement heureux parce que investir, d'abord, les familles béninoises ont besoin d'être protégées et surtout les plus vulnérables parmi les nôtres. Et investir dans la famille, c'est investir dans l'affection, c'est en même temps investir dans l'avenir et soutenir ces familles pauvres. Pourquoi ceux qui parlent, quand ils ne sont pas concernés, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est fait et ce que représente l'appui, aussi modeste soit-il, qu'on puisse apporter à ces familles. C'est la preuve que l'opposition béninoise n'a pas le monopole du cœur, mais que nos dirigeants aussi sont conscients de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils doivent investir dans l'affection. Parce qu'investir dans la famille, c'est investir dans l'affection. Si je vous demande, madame, quel est votre plus grand souvenir, vous ne me parlerez pas de votre premier diplôme, mais vous me parlerez peut-être de votre enfant, de votre mari, de votre époux, de votre maman, de la dernière fête que vous avez passée ensemble. Donc, investir dans la famille, soutenir les familles pauvres, c'est soutenir l'affection et c'est construire l'avenir. Alors, nous allons aborder la question de l'éducation. Également, ça a choqué plus d'un lorsque Monsieur Patrice Talon a dit a évoqué le retard sur la construction des lycées et centres de et écoles de métiers et tout, et évoqué comme prétexte que c'est parce que les communes n'ont pas mis à disposition à temps les superficies et tout. Sinon, de gros efforts sont quand même faits au niveau du secteur de l'éducation. Vous, en tant qu'acteur politique euh, proche de sinon appartenant à la mouvance présidentielle, est-ce que c'est l'évaluation que vous faites en même temps que M. Patrice Talon du secteur éducatif au Bénin? Certes, nous avons pris du retard dans la mise en œuvre de cette vision salutaire du président de la République, mais je crois que les actions en direction de la formation dénotent déjà d'une politique volontariste du président de la République et de son gouvernement en matière de l'éducation. Et c'est d'ailleurs l'enjeu politique et social du XXIe siècle. C'est penser et former ceux qui déplacent les frontières de la connaissance. Vous savez, prendre le pari que le gouvernement se propose, prendre le pari sur l'intelligence et sur le déplacement des connaissances, c'est s'engager dans la construction d'un avenir radieux pour des milliers de générations qui viennent. Parce que c'est à travers les sauts technologiques et les percées scientifiques que nous pourrions relever les défis du XXIe siècle. Ça passe par l'éducation. Et tout ce qui est en train d'être fait, cette vision de la construction des lycées, techniques, des écoles, de la recherche, de la formation professionnelle, je crois que c'est une vision qui va permettre à notre pays de définitivement rentrer sur les rails du progrès et du développement. Donc je pense que ce qui est fait au niveau de l'éducation est extraordinaire. L'autre enjeu politique pour le XXIe siècle, c'est la sécurité. Est-ce que Patrice Talon, dans son discours sur l'état de la nation, n'a pas donné l'impression de ne pas s'y attarder? Non, vous savez, en matière de sécurité, beaucoup de choses sont faites. Okay. Vous savez, madame, notre monde est tiraillé entre fanatisme et mercantilisme. D'un côté, le djihad, de l'autre, l'argent maître qui nous dicte toutes nos extravagances dans la société. Si nous refusons ce duel mortifère pour notre pays, cela sous-entend que la sécurité doit être partout et pour tous, avec des forces de l'ordre efficaces et modernes, une justice efficace, rapide et ferme. Et ça, nous l'avons déjà. Nous sommes en train de mettre ça en place, mais et d'ailleurs, à ce titre, il y a de belles réformes en cours. Bien sûr, oui. Et de plus en plus de Béninois se plaignent. Parce que vous savez, madame, on ne peut pas dissocier la liberté individuelle de la sécurité collective. On ne peut pas en dissocier. Vous savez, la sécurité, ce n'est pas une priorité partisane. C'est une priorité nationale. Elle n'est pas une priorité d'un jour. C'est une priorité quotidienne. Et cela implique la mobilisation de tous les moyens qui participent à la tranquillité publique. La dissuasion, la répression, la sanction, la prévention et l'éducation
doivent constituer des digues, en même temps légales et morales, contre la violence. Et en matière de dissuasion, lorsque nos structures sécuritaires et judiciaires mettent en place la dissuasion, nous sommes les premiers à crier. Parce que, madame, à crier à haut sur les libertés. Parce que, madame, de quoi s'agit-il? Lorsque nous sommes à l'ère au XXIe siècle, à l'ère de l'Internet et du numérique, lorsque quelqu'un prend sa caméra et dit que, par exemple, notre pays, le Bénin, abrite une base militaire étrangère, que l'information soit vraie ou faux, elle expose notre pays à des représailles de la part de groupes armés, de groupes terroristes qui ne le veulent pas, qui ne l'entendent pas de cet œil. À partir de cet instant, la sécurité de tous se trouve être menacée par la liberté d'un seul individu. Et lorsque la dissuasion est mise en place, lorsque la répression est mise en place, et qu'on arrête ces individus, et qu'on leur applique la sanction, parce qu'on est préoccupé par la sécurité collective, nous sommes encore les premiers à dire qu'on a mis les libertés individuelles en parenthèse. Il est important que nous sachions que la sécurité de nous tous passe par une prise de conscience. Nous ne pourrons pas avoir la sécurité collective dans ce 21e siècle qui est celui du fanatisme, celui du mercantilisme, où l'argent dit toutes nos extravagances, si nous ne sommes pas en mesure de réunir dissuasion, répression, sanction et, et tout le reste. Alors, le Bénin décrit, sinon dépeint par Patrice Talon, c'est un Bénin de développement où les performances ne sont pas le fruit du hasard. Et à ce titre, le secteur industriel a été euh, euh, évoqué, Patrice Talon très exalté, très fier des résultats obtenus. Et selon lui, le climat est très propice aux affaires. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que parce que c'est vrai que vous êtes membre de la mouvance présidentielle et qu'on pourrait penser que votre avis ne peut qu'être que positif, plus pour décrypter le discours du chef de l'État. Mais est-ce que, Monsieur Bruno, euh, vous ressentez autour de vous que le climat des affaires aujourd'hui au Bénin est très propice? Écoutez, madame, on n'a pas besoin d'encenser le président Talon pour rendre justice à sa gouvernance. Euh, autour de nous, la machine de l'innovation et du progrès tourne à plein régime. Euh, des centaines de milliers de Nigérians bien formés vont à la conquête de la postérité. Des centaines de milliers de Ghanéens, d'Ivoiriens et peut-être même de Togolais. Ils ne nous attendront pas. Ils ne nous feront pas de cadeaux. Avec nos milliers de jeunes au chômage, nous ne serons pas les premiers de cette compétition sous-régionale et internationale si nous sommes incapables de réagir. Avec nos campagnes en friche, avec notre industrie sinistrée, nous ne ferons pas la course en tête si nous ne sommes pas capables de réagir. Alors réagir, c'est ouvrir des voies, c'est faire preuve d'audace et de courage et ouvrir des voies. Et ce qui se fait à Glodjigbe et ailleurs, le processus d'industrialisation qui a commencé, que ce soit 5300 jeunes qui y sont actuellement, ou que ce soit 10 000, c'est que nous avons ouvert la voie. Et cette voie va permettre que nous puissions nous relever. Parce qu'il faut savoir d'où nous venons et les autres peuples qui nous entourent, à quelle vitesse est-ce qu'ils sont en train d'avancer. Vous savez, le progrès appelle forcément de l'audace, du courage. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui, voilà, c'est ce qui nous rend davantage fiers. L'essentiel dans une nation, c'est que tout le monde soit sérieux, notamment les gouvernants. Patrice Talon, au cours du discours sur l'état de la nation, est-ce que euh, dans le lien Patrice Talon, Boni Yahi, tel que évoqué la demande de Achapodi et autres, lorsqu'on écoute après l'émission avec les journalistes, est-ce que, je ne veux pas le dire, mais est-ce que M. Patrice Talon est bien sérieux lorsqu'il parle ainsi? Écoutez, Monsieur Boni Yahi et Monsieur Patrice Talon sont indiscutablement les deux figures majeures de l'histoire politique contemporaine de notre pays. Deux figures majeures. Ce sont deux personnes qui ont eu et qui sont encore en train de servir notre pays à des niveaux de responsabilité très élevés.
Il est donc important que des frictions entre ces deux hommes-là puissent avoir des répercussions sur notre vivre ensemble. Et je comprends la volonté du président, mais je pense que la République ne doit pas laisser se faire sur Achapodi. Parce que la République se doit de protéger les petits secrets et les grands secrets de ces hommes qui les ont servis au grand niveau. Parce que la République est contre la transparence absolue. Parce que la transparence absolue est totalitaire. Elle risque d'emporter et la démocratie et la République. Donc, je pense que le chef de l'État était peut-être sérieux quand il parlait, peut-être exaspéré par le fait que tous ceux qui ne maîtrisent pas forcément les tenants et les aboutissants de la relation qu'il y a entre deux personnes, parce qu'il a martelé, il a dit que c'est une relation qui existe entre deux personnes. Les gens ne sont pas forcément au courant et il y a beaucoup de choses qui sont colportées. Peut-être exaspéré, il a pu se dire, bon, pourquoi ne pas mettre tout sur la place publique? Mais il sait, de par la responsabilité qu'il y a comme, qu'on ne peut pas mettre tout sur la place publique, y compris même quand il aura quitté le pouvoir, parce que c'est le principe de la République que de protéger les secrets des hommes d'État. Monsieur Patrice Talon dit non à l'amnistie à accorder aux prisonniers politiques et aux exilés. Enfin, euh, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il n'entretient pas le malaise politique? C'est vrai, il dit qu'il n'y a pas de crise politique au Bénin, mais il y a quand même un malaise politique. Et tenir de cette façon-là à ne pas accorder l'amnistie ou à ne pas fléchir sa position très dure contre les prisonniers politiques ou même les exilés, est-ce que M. Patrice Talon ne fait pas la promotion d'une sclérose de l'atmosphère politique béninoise? J'ai toujours éprouvé une gêne particulière à parler de cette question. Vous savez, je suis un peu concerné aussi. Je fais partie de ceux qui sont sortis des geôles le 27 juillet 2022 à la faveur d'une liberté provisoire. Le procureur spécial a certainement estimé que, à ce stade des enquêtes, que notre liberté n'entraverait pas les enquêtes. Mais l'un dans l'autre, après avoir écouté le chef de l'État plusieurs fois sur ce sujet, j'ai compris que, en définitive, il n'est hostile à la libération de personnes, y compris de ceux qui sont déjà condamnés. Mais c'est le mécanisme pour les faire libérer que nous n'avons pas encore trouvé. Parce que quand on parle de grâce, le président ne peut que gracier que ceux qui sont déjà condamnés. Quand on parle d'amnistie, oui, on peut amnistier certaines personnes. Mais le président a été clair, je partage cet avis. Oui. C'est-à-dire, euh, quoique tous ceux à qui on reproche des choses, y compris moi-même, soient des acteurs politiques, ce qui leur reproché relève des faits de droit commun. Les mêmes faits sont reprochés à d'autres Béninois qui ne sont pas forcément des acteurs politiques et qui se retrouvent accroupis dans nos geôles. Alors, gracier seulement les politiques, sachant qu'il y a aussi ceux qui sont là-bas sont aussi des Béninois, sont aussi des concitoyens. Le président de la République n'est pas seulement le président des politiques, il est le président de tous les citoyens béninois. Absolument. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'on fait? On gracie qui au détriment de qui? On amnistie qui au détriment de qui? Je pense que ce qu'il nous faudrait désormais, c'est que nous nous mettions tous à tâche pour trouver d'autres mécanismes, que nous réfléchissions à d'autres mécanismes, pour lui proposer d'autres mécanismes qui feront qu'il pourra accepter que les gens quittent ces conditions de détention sans avoir apporté cette lourde responsabilité, parce qu'il ne veut pas que ce soit sous sa présidence qu'on puisse dire qu'on a amnistié ou gracié des politiques au détriment d'autres concitoyens. Et je crois que si nous travaillons, je fais confiance au génie du peuple béninois, nous pouvons trouver d'autres mécanismes par lesquels chacun peut rentrer chez lui. Je ne suis pas informée de ce que Monsieur Olivier Bocor serait candidat pour la présidentielle de 2026. Je ne fais pas la promotion des amis, ni des parents, ni de la famille en politique. Et ce sont là les propos de Monsieur Patrice Talon face aux journalistes. Quelle lecture portez-vous quand on sait que la plupart de façon informelle, la plupart des acteurs de la mouvance présidentielle
euh, sont quand même des pro-Olivier Boccan. Quelle lecture faites-vous de ces propos de Monsieur Patrice Talon? Et derrière, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible que Monsieur Patrice Talon, euh, entre griffes, désavoue de cette façon Olivier Boccan pour 2026? Moi, je pense qu'il y a de la cohérence dans ce qu'a dit le président de la République. Parce que moi, je l'ai entendu quand il entrait en fonction en 2016. Il dit qu'il a quitté les affaires et qu'il a laissé ses affaires à ses ayants droit et à son ami. Et aujourd'hui, vers la fin de son mandat, il dit qu'il n'est pas de nature à faire la promotion de sa famille et de ses amis sur le plan politique, c'est-à-dire la promotion pour qu'il soit président après lui. Je crois qu'il y a une certaine cohérence. Parce que si tant est-il qu'il voulait faire leur promotion, pourquoi lui décharge ses affaires à ses ayants droit et à son ami et entre en politique, si c'est quitte à ensuite les envoyer en politique? Et ce que je pense, pour le moment, nous sommes encore à l'ère des commentateurs. Mais le temps, certainement des historiens, viendra et ils pourront nous dire ce que beaucoup ou quelques-uns d'entre nous savent déjà, c'est que Patrice Talon est un grand homme d'État. Parce que pour avoir osé dire ce qu'il a dit, euh, je pense que il faut avoir mis au-dessus même de sa famille, au-dessus même de ses intérêts, de ses affaires, il faut avoir placé la nation béninoise pour penser que euh, voilà qu'il ne s'agit pas de faire le lit ou de faire la place à son meilleur ami après avoir gouverné 10 ans. C'est-à-dire qu'il vient rappeler que pour lui, le Bénin n'est pas un gâteau, où lui et ses amis ou sa famille, chacun se succède et vient prendre sa part. Vous ne craignez pas que ces propos de Monsieur Patrice Talon génèrent ou provoquent une certaine inimitié entre les deux hommes et que ça en rajoute à l'inimitié avec Monsieur Boni Yahi, dont les effets sont aujourd'hui quasiment malaisants pour tout le monde? Nous ne connaissons pas la solidité de leur amitié. Nous ne savons pas d'où ça vient, d'où ça a commencé. Alors, le chef de l'État a toujours dit que M. Bocco n'était pas un courtisan, que c'était un ami sincère et qui lui faisait confiance. Donc, je pense que ce que le président dit, je l'ai pas vu hésitant. Donc, je l'ai vu quelqu'un qui assume et qui pourra faire, il a dit à la télévision. Donc, ça veut dire qu'il est capable de faire face à son ami et de lui dire, et c'est aussi ça la marque des grands hommes, il est capable de lui faire face et de lui dire, je ne conçois pas le pays comme ça. Parce que n'oubliez pas, de quoi s'agit-il? Il est président de la République. Il a une lourde responsabilité vis-à-vis des 12 millions de Béninois que nous sommes. Il peut pas brader 12 millions de Béninois juste pour son amitié ou pour son amour pour sa famille. Et il nous le démontre. Je pense que nous devons, pour une fois, être fiers de ce qu'il a dit. Cela ne veut pas dire que M. Bocco ne pourra pas se porter candidat, mais je crois que le président s'est démarqué. Est-ce que vous êtes pro Olivier Bocco pour l'heure? Euh, être pro Olivier Bocco voudrait dire quoi? Je n'en sais rien. C'est être pro quelqu'un, vous le savez mieux que moi. Je fais partie de ceux qui pensent que la fonction présidentielle est une fonction éminemment importante et que pour que les gens pour qu'on puisse susciter la candidature des gens qui n'ont rien demandé. Je pense que ceux qui envisagent gouverner notre pays doivent avoir le courage de se présenter devant les Béninois, de leur dire qu'est-ce qu'ils pensent du pays et qu'est-ce qu'ils pensent faire et laisser les Béninois se déterminer. Voilà, je ne pense pas qu'il faille demander aux gens d'être candidats, qu'il faille les obliger. Demain, quand ils agiront mal, qu'est-ce que nous leur dirons et que nous répondrons-ils? C'est vous qui m'avez forcé à être candidat. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Monsieur Fred Frenou, Patrice Talon laisse au parti politique l'entière responsabilité de désigner, oui, les prochains candidats à l'élection présidentielle et le chronogramme qu'il a semblé fixer au parti pour actionner les mécanismes de désignation, 6 mois. Euh, D'abord, je pense que ce que le président dit est tout à fait conforme à la réforme du système, à l'esprit de la réforme. C'est de faire des partis politiques puissants
à même de proposer et de soutenir des candidats aux élections présidentielles. Est-ce que ce qu'on dit, ça veut dire que, est-ce que de ce que le chef de l'État dit, ça veut dire qu'on n'aura pas droit à des primaires et que Non, je sais tellement que il laisse entendre qu'il y aura une certaine compétition à l'intérieur des partis politiques s'il y a beaucoup de velléité. Est-ce que ça va prendre la forme des primaires? Reste à savoir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que en même temps, c'est une épée de Damoclès que le président place sur la tête des partis politiques qui ont quand même encore 1 an et demi pour muter afin d'être à la hauteur de la confiance que le président de la République leur fait. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sans savoir que les dernières élections législatives ont révélé un taux d'abstention extraordinaire, non négligeables. extraordinaire de plus de 2 millions de Béninois. Oui. C'est la preuve que de plus en plus, la défiance de nos concitoyens à l'égard de la politique a atteint des proportions inégalées, parce que les Béninois ont l'impression que les partis politiques ne les écoutent pas et ne leur parlent pas, ou que les partis politiques préfèrent parler entre eux. Donc, si les partis politiques veulent pouvoir faire élire le prochain président, il est important que les partis de toutes tendances confondues se tournent davantage vers les Béninois, les écoutent et leur parlent plus qu'au lieu de parler entre eux. Et ensuite, que les partis politiques mutent, parce que, qu'on le veut ou pas, euh, l'avantage de la réforme du système partisan, c'est que ça nous a dispensé des micro-partis qui existaient. Ça a eu le mérite de créer des grands ensembles. Mais avouons qu'à l'intérieur de ces grands ensembles encore, ces grands ensembles fonctionnent encore comme du sectarisme. On note encore une certaine forme de sectarisme à l'intérieur des partis politiques. Bien sûr. Les positionnements ne sont pas toujours basés sur l'effort ou le mérite de chaque militant. Il y a beaucoup de frustration. Bien sûr, c'est sur la proximité. Et à ce titre, je m'interroge, est-ce que les partis politiques sont prêts pour ce rôle que leur confie le chef de l'État? Ah oui, le chef de l'État a dit qu'ils doivent enclencher le processus au moins à 6 mois des élections. L'avantage est que ça permet au gouvernement en place d'aller jusqu'au bout de ces réformes, parce que ces réformes sont importantes pour que le Bénin puisse continuer de maîtriser, être maître de son destin. C'est important. Mais en même temps, le défi pour les partis, c'est que désormais, ils doivent muter. Ils doivent se voir parce que au XXIe siècle, un parti qui veut élire un président de la République pour l'ambitieux Bénin qui se construit, ne peut pas être considéré comme une caserne, encore moins une secte, ou son idéologie comme du catéchisme. Donc, les partis où le sommet décide et la base suit, ces partis sont morts. Il faut que les partis politiques le sachent. Et ils le savent bien, encore que la plupart de nos partis se comportent comme des syndicats d'élus ou des syndicats de nommés. On a tendance à défendre uniquement les intérêts de ceux qui sont élus, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, de ceux qui sont au gouvernement. Donc, je pense que, mais je fais confiance au chef de l'État pour ce qui concerne les partis de la majorité présidentielle, pour aider à ce que les partis mutent encore davantage et que ce soit des partis plus inclusifs dans les siècles de décision. Euh, c'est ainsi que nous pourrions avoir des partis forts avec des philosophies claires, parce que nos compatriotes aspirent à la clarté sur les choix, les grands choix que nous faisons pour notre pays, pour notre société, et la clarté sur les convictions. Donc voilà. Est-ce que sous-entendu, ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, au sein des partis de la mouvance présidentielle, c'est tout ce que vous décrivez là? Ah, J'allais pas louper ça. non, de toutes les manières, il y a aujourd'hui qu'on n'oublie pas que ces grands ensembles sont comme une juxtaposition de micro-partis avec leurs propres intérêts, leurs propres militants. Donc, les partis ont encore, à mon avis, un défi d'homogénéité pour devenir un. Pour que, vous savez, à l'intérieur de certains partis, si vous êtes proche d'un leader politique, vous êtes forcément opposé à un autre leader. Donc, il faut que les partis politiques deviennent vraiment homogènes. Et ça, qu'est-ce qui peut le faire? C'est que les partis se rassemblent autour d'une vision sociétale claire, autour d'une philosophie politique claire. Le flou au niveau de la philosophie politique génère autant de problèmes?
Oui, mais si on ne s'assemble pas autour de convictions, s'il n'y a pas la clarté des convictions, autour de quoi s'assemble-t-on? On s'assemblerait autour de la position acquise de chaque leader. Bien sûr. Oui. Et chaque leader dira, tel est le plus proche, il n'est pas proche de moi, il est proche de l'autre. Donc, quand bien même il aurait le mérite de telle chose, je ne lui donne pas. Donc voilà, et ça ne permettrait pas de gagner une élection présidentielle. Et même si on arrivait à gagner, ça ne permettrait pas de gouverner avec sérénité. Je pense que c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge que le président à nouveau met, je crois, sur les partis politiques. On verra dans les prochains jours, dans les prochains mois, comment ils vont se préparer à, à, à ce défi. À relever le défi. À relever les défis, tout à fait. Alors, Fred Frenon, je rappelle que vous êtes politologue, acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. C'est moi qui suis très honoré de votre invitation une nouvelle fois. Et joyeuse fête de fin d'année à tous les internautes, à tous nos concitoyens qui nous suivent. Merci beaucoup. Merci.